Cannes Football Club. La poutine du soccer. www.cannesfootballclub.com. Bonjour à tous, je suis Julien Tardif et je vous souhaite la bienvenue au nouveau podcast du Cannes Football Club, le match en main. Le match en main, ça va être un surplus au contenu déjà tellement exhaustif qu'offre Cannes Football Club sur l'Impact de Montréal. On peut penser au Couscous Piri Piri ou au Lopo à Vandano qui font un excellent travail chaque semaine pour revenir sur la dernière semaine de l'Impact, sur le match qui s'est joué dans le week-end, même parfois parler du reste de la MLS ou de la Champions League. L'idée donc avec ce nouveau podcast-là, c'est d'offrir un peu un complément, c'est-à-dire prendre des sujets un peu plus pointus, se questionner dessus, l'analyser de différentes façons. On risque de tourner toujours autour de l'impact, de la MLS, du foot en général. L'idée par contre, c'est que c'est un podcast en construction. Donc si jamais vous vous retrouvez à écouter ce premier podcast du match en main, gênez-vous pas, donnez des commentaires, donnez des idées par exemple de sujets ou d'entrevues que vous aimeriez entendre. J'ai déjà l'idée de faire par exemple des entrevues avec certaines personnes proches de l'impact ou plus loin de l'impact qui tournent autour du foot, avoir un peu leur perspective sur la saison actuelle de l'Impact, la forme actuelle de l'Impact, mais aussi sur leur chemin, leur route pour se rendre jusqu'où ils sont maintenant. Donc voilà, gênez-vous pas surtout pour commenter, pour partager, puis pour liker tout ce qui est Cannes Football Club sur Facebook, Twitter et sur iTunes Store. Je reviendrai pas trop sur les 2 derniers matchs de l'Impact qui, on le sait, ont été difficiles. Défaite de 4-0 en Nouvelle-Angleterre, puis dure défaite de 3-1 contre les Red Bulls de New York. Par contre, quelque chose qui m'a intrigué dans ces 2 matchs-là, c'est de voir que l'Impact avait affaire à 2 équipes qui sont originales de la MLS, c'est-à-dire qui sont là depuis tellement longtemps. Mais c'était 2 foules pratiquement absentes, c'est-à-dire, il n'y avait pas tellement d'ambiance. Merci aux Ultras pour le match à New York qui ont quand même réussi à faire du bruit malgré les difficultés de l'Impact. Mais encore pire en Nouvelle-Angleterre où on avait l'impression qu'il y avait quelques centaines de partisans. On s'approchait des 10 000, 12 000, mais on sait comment c'est les chiffres officiels, on ne peut pas toujours s'y fier. Le cas du Revolution est particulièrement intéressant à mon avis, surtout quand on considère que leur propriétaire, c'est Robert Kraft, qui a une fortune évaluée à 6,2 milliards de dollars, donc qui a de l'argent en masse. J'ai essayé de comprendre comment ça se fait que le Revolution en était arrivé là, puis j'ai pas le choix de retourner un peu loin dans le temps, c'est-à-dire dès 1996, c'est l'année de la création de la MLS. On se souvient que la MLS est une création un peu obligée en lien avec la venue de la Coupe du Monde aux États-Unis. La FIFA qui avait obligé les États-Unis à avoir une ligue domestique pour recevoir la Coupe du Monde. Donc, le Revolution a été créé à ce moment-là avec une dizaine d'autres équipes. Rapidement, la ligue a des problèmes d'argent. Robert Kraft, qui est un des premiers investisseurs, doit même à un certain moment réinvestir dans la ligue. Pour vous donner une idée, il se trouve un moment donné à être à la fois propriétaire du Revolution et copropriétaire du Clash de San Jose à ce moment-là, ce qui en dit un peu sur les problèmes d'argent de la Ligue, puis l'aide que Robert Kraft leur fournit. En fait, la plupart des équipes originales, je parlais des Red Bulls tantôt, on peut penser à Dallas, on peut penser à Colorado, Columbus aussi, puis le Revolution. Le problème qu'on leur retrouve toutes, c'est que toutes ces équipes-là ont été créées un peu en périphérie des grandes villes. Je pense que c'était basé un peu sur une logique d'attirer des gens qui s'intéressaient à un sport différent, c'est-à-dire on voulait s'éloigner des foules de baseball, de football, de basket, de hockey, voire. Puis à ce moment-là, il faut retourner la tangente des gens qui quittaient les régions, désertent les régions pour venir dans les grandes villes. C'était moins présent, ou en tout cas c'était moins clair. Donc, on peut comprendre peut-être cette idée-là de s'installer un peu plus loin des grandes villes pour essayer d'attirer d'autres types de gens, des gens qui ne s'intéressaient pas nécessairement au sport qui était offert dans ces régions-là. Aussi, il y avait un choix. Soit on créait un stade spécifique au soccer, soit on utilisait, ce qui a souvent été le cas, c'est des terrains de football. Mais, on le sait, une ligue de MLS qui commençait, qui faisait pas beaucoup d'argent, les propriétaires devaient investir au début. Le coût des terrains était beaucoup moindre si on s'éloignait des grandes villes que si on visait quelque chose dans le centre-ville. Donc, on peut comprendre un peu pourquoi beaucoup de stades, qu'on pense à Colorado, qu'on pense à Dallas, qu'on pense au Revolution, même aux Red Bulls, sont
en périphérie des grandes villes. Le Revolution n'est pas si pire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, il y a un peu un regain de popularité de la MLS. L'équipe a fait une bonne performance à la Coupe du Monde 2002, je crois, où ils sont rendus en quart de finale contre l'Allemagne, une courte défaite de 1-0. Le Revolution dans ces années-là est pas pire. Entre 2000 et 2010, ils vont quand même se rendre à 4 finales de la MLS Cup, dont 3 de suite à un moment donné. Ils vont en gagner aucune de ceux-là, mais ils vont gagner un US Open Cup en 2007. Il y a des bons joueurs, il y a Taylor Twellman qui passe par le Revolution, qui a plusieurs records de buts de la MLS, qui est aujourd'hui un journaliste bien connu qui couvre les activités de la Ligue. Il y a même Clint Dempsey, on l'oublie, mais il a commencé sa carrière en MLS avec le Revolution. Il va marquer quelque chose comme 25 buts en 2 saisons et demie avant de quitter pour l'Angleterre avec Fulham. Ce qui arrive avec les Patriots, c'est qu'en 2004, il y a l'ouverture du Gillette Stadium. Gillette Stadium, qui est connu surtout aujourd'hui comme le domicile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Tranquillement, donc, à partir de l'ouverture du Gillette Stadium, les Patriots deviennent vraiment la machine qu'on connaît aujourd'hui. Autant au niveau de l'argent qu'ils font, mais aussi sur le terrain avec leurs résultats qui sont difficiles à croire. Bon. Ce qui fait que tranquillement, M. Kraft va mettre vraiment toute son énergie sur les Patriots, puis il va se désintéresser un petit peu du Revolution. Il investit peu ou pas du tout dans son équipe. Ils sont chanceux que depuis les années 2000, ils ont un bon entraîneur appelé Scott Nicol, un Anglais, qui s'occupe vraiment de tout, du recrutement, de la gestion des joueurs, gestion de l'effectif, puis qui réussit à créer des bons alignements puis obtenir des résultats. Quand lui, il quitte, c'est là que ça se corse un peu. Kraft engage Jay Eaps, que vous avez sûrement connu, qui était là jusqu'à tout récemment, qui est un ancien joueur de l'équipe américaine, si je me trompe pas, mais qui, après sa carrière, travaillait en finance, avait aucune certification d'entraîneur. Ça a fait un petit scandale même quand Jay Eaps a été nommé, considérant qu'il avait aucune certification d'entraîneur. Puis c'est un peu la même chose actuellement qui se passe avec Brad Friedel, qui a été nommé cette année pour entraîner le Revolution, qui est vraiment un candidat sorti du champ gauche que personne n'attendait. Puis qui est un ancien gardien de but de l'équipe nationale, qui est une figure connue pour les partisans, mais qui surtout au final coûte pas tellement cher considérant son peu d'expérience comme entraîneur. Beaucoup disent que Kraft arrête d'investir dans le Revolution parce que il est un peu mort de rire aujourd'hui. Lui, il a fait un investissement important pour la MLS au tout début puis au tournant des années 2000, mais la Ligue a tellement grandi depuis, elle a tellement pris en valeur, on l'a vu récemment avec le DC United puis le coût des nouvelles franchises, que son investissement doit valoir 10, 15, 20 fois plus que ce qu'il a mis au début. C'est donc devenu payant, ça peut expliquer pourquoi, lui, il a fait de l'argent avec ça, il s'intéresse un peu moins, surtout que ça n'a pas l'air de quelqu'un qui connaît tant le soccer, qui s'y intéresse plus que ça. Mais donc, on peut se demander, considérant que la valeur de sa franchise a augmenté, pourquoi pas la vendre? Quand on voit à quel point il se désintéresse, à quel point il refuse d'investir, pourquoi pas la vendre? Il y a plusieurs théories à ça, mais la plus logique, je pense, c'est que si certains d'entre vous sont déjà allés au fameux Gillette Stadium pour voir que ce soit les Patriots ou le Revolution, c'est un espèce de stade construit, comme je disais, en périphérie, à 45 minutes, 1 heure de Boston, à Foxborough. Mais c'est une petite ville en soi, c'est-à-dire qu'il y a le stade, puis tout autour, il y a un genre de outlet, des restaurants, des magasins. Puis qu'on le veuille ou pas, la NFL, au max, va jouer 10-12 matchs à domicile par année. Ça laisse quand même plus de 340 jours où le Gillette Stadium ne sert absolument à rien. C'est là que tout d'un coup, le Revolution devient intéressant pour M. Kraft. Parce que ça rajoute 20-25 dates par année où les gens vont se déplacer en moins grand nombre que pour les Patriots, mais quand même, ils partent de Boston, ils partent d'ailleurs, donc ils vont manger dans le petit outlet, ils vont magasiner un peu avant, ils en profitent. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient souvent à ce niveau-là, comme le Gillette Stadium est vraiment vu comme le domicile des Patriots. Pas des Patriots et du Revolution, c'est vraiment le domicile des Patriots, puis les joueurs des Rebs s'y sentent un peu locataires, ils sentent pas vraiment d'appartenance, autant avec les installations qu'avec les partisans. D'ailleurs, le problème de partisans au Revolution a pas toujours été si pire. Ils ont réussi à travers le temps à avoir quand même des bonnes foules, surtout les fois où ils sont rendus en série. Mais en 2014, M. Kraft a fait quelque chose qu'on voit rarement, mais pendant un match, il a laissé la police rentrer dans son stade pour aller arrêter les ultras du Revolution qui faisaient usage de lacrymogènes, mais qui auraient aussi été arrêtés pour leur langage ordurier. Il y a eu une dizaine d'arrestations, ça n'a pas fait énormément jaser dans la communauté, mais quand même, ça illustre un problème de relations, puis de relations justement entre le Revolution puis ses partisans, qui s'est jamais vraiment rétabli depuis. Les gens l'ont mal pris, puis on dit même que
le groupe d'ultra du Revolution serait le moins imposant de la ligue, le moins intimidant pour les adversaires qui viennent y jouer. Mais bon, il reste que malgré tout ça, on sent un peu que la ligue lui en doit une à M. Kraft pour les investissements qu'il a fait à travers le temps. Il y a le cas notamment en 2014 de Jermaine Jones, qui est un international américain qui revient de Bundesliga, qui veut entrer en MLS. Chicago est intéressé à ses services, il est intéressé à aller jouer à Chicago. Mais la Ligue commence à se mêler un peu au dossier. Elle dit que le Revolution a besoin d'un joueur comme lui, que c'est avec lui qu'il devrait s'entendre. Officiellement, il y a un tirage au sort qui est fait entre le Fire de Chicago et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre pour savoir qui va avoir les droits sur Jermaine Jones. Le Revolution l'emporte, Jones signe avec la Nouvelle-Angleterre. Mais ce qu'on a appris plus récemment, parce que Jones, c'est une tête un peu folle, c'est quelqu'un qui s'excite, puis il est parti en mauvais termes de la Nouvelle-Angleterre. Puis il a laissé entendre que ce fameux tirage au sort était un peu truqué, dans le sens que c'était clairement avec le Revolution que Jones devait s'entendre, et c'est ce qui est arrivé. Bon, ça reste un peu des suppositions, mais il reste que la plupart des autres équipes dont je parlais qui ont des problèmes de foule, qui sont situées en périphérie, on peut penser surtout aux Red Bulls ou au FC Dallas, au moins ont un excellent système de développement. On a vu les Red Bulls ont vendu plusieurs joueurs, il y a Matt Miazga, il y a Tyler Adams qui, plutôt que tard, va se faire vendre. On pourrait dire la même chose de Dallas avec Kellen Acosta qui risque de partir en Europe aussi. Le Revolution a des bons jeunes comme Caldwell ou Fagundes, mais on sent qu'ils stagnent assez vite, qu'ils atteignent une sorte de plafond de développement, puis c'est comme s'il n'y a pas de suite au Revolution. Ils n'ont pas non plus d'équipe réserve comme on le voit de plus en plus à travers la MLS. Donc on peut se demander quoi faire avec des équipes comme le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Autant la Ligue leur doit beaucoup pour être resté depuis l'entrée, pour avoir passé à travers les années de misère, les années difficiles financièrement ou même sur le terrain, puis d'être encore là. Autant on voit que les nouvelles équipes qui rentrent avec Atlanta, Orlando ou le LAFC ces dernières années, qui se construisent des stades spécifiques au soccer, qui réussissent à attirer des foules incroyables, qui réussissent aussi à attirer des grands noms sur le terrain, puis comme entraîneur. Comment est-ce que la Ligue va pouvoir continuer à justifier un partage de revenus entre les équipes, le même nombre de TAM ou de GAM qui est distribué à toutes les équipes, quand tu vois des propriétaires comme Robert Kraft qui investissent peu ou pas dans leur équipe, qui vont avoir des chicanes salariales avec des joueurs comme Linuin, qui est un joueur important pour la Ligue, qui est un bon joueur dans la Ligue, qui actuellement se retrouve à ne pas jouer, être sur le banc, être on sait pas où. Il y a un problème que la MLS tôt ou tard va devoir régler. On le voit que Columbus déménage, mais c'est vraiment la volonté du propriétaire. Monsieur Robert Kraft va vouloir continuer à avoir ses Revolution qui occupent une trentaine de dates au Gillette Stadium. Est-ce que la Ligue, tôt ou tard, va soit le forcer à finalement construire un stade pour son Revolution dans un endroit logique, plus près de Boston, où les gens vont vraiment se déplacer strictement pour voir le Revolution? Est-ce qu'on va continuer, un peu comme c'est le cas actuellement, à de temps en temps donner un petit bonbon à M. Kraft pour le remercier, puis fermer les yeux sur les foules méga décevantes au Gillette Stadium? Personnellement, je pense que la Ligue n'aura pas le choix tôt ou tard d'intervenir avec des équipes comme, je le disais, Atlanta, Orlando. On peut même penser à NYCFC qui, joue au Yankee Stadium, mais quand même attire des bonnes foules, a une bonne équipe, crée un bon réseau de développement, une belle entente avec Manchester City. Les équipes comme le Revolution, malheureusement, appartiennent au passé. La MLS doit grandir, doit continuer de regarder vers l'avant. Ils veulent continuer d'ajouter de nouvelles équipes, mais ils devraient commencer à se pencher sur les équipes qui sont là actuellement. Il y en a qui ont des bons réseaux de développement, qui ont des bons joueurs, qui réussissent à les vendre, puis à faire de l'argent pour en acheter de nouveaux, etc. On peut penser à Dallas, notamment. Mais il reste que la Ligue veut grandir, puis ça passe par les foules dans les estrades. On a beau commencer à diffuser les matchs en Europe, si les gens regardent les matchs, puis il n'y a aucune ambiance, il n'y a personne dans les estrades, la Ligue va continuer d'être vue comme une Ligue de second ordre. Donc voilà, c'était ça pour le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. C'est un peu plus intéressant qu'on aurait pu s'y attendre quand même, considérant cette équipe qui est peu excitante. J'ai quelques autres sujets que j'avais envie d'aborder plus rapidement. À terme, ce serait le moment où, s'il y a des questions, des sujets que vous avez envie d'aborder, où je pourrais avoir creusé un peu plus. Il y a un débat qui
qui est revenu après les 2 défaites récemment sur le fameux 3-5-2. Est-ce que l'Impact a trop utilisé le 3-5-2? Est-ce qu'il est temps de passer à une autre formation? Il y en a aussi qui disent que c'est un peu un faux débat au sens où peu importe la formation, c'est l'engagement des joueurs sur le terrain qui fait défaut actuellement puis qui les empêche de gagner ou même de simplement compétitionner. J'ai tendance à être d'accord au sens où le 3-5-2 peut fonctionner. Il fonctionne avec plein d'équipes, il fonctionne beaucoup actuellement en Europe, il fonctionne avec Toronto depuis 2 ans qui marche sur la ligue. Je pense que le problème avec l'Impact, puis ça revenait même l'an dernier quand Mauro Biello l'a testé, puis j'en ai parlé dans mon dernier article, c'est que l'Impact a simplement pas les latéraux pour jouer dans un 3-5-2 efficace. Il faut des latéraux avec énormément de souffle qui vont être capables de pousser autant offensivement que revenir aider défensivement. On sent que les 3 défenseurs centraux, là, ils savent pas trop c'est quoi leur rôle. Est-ce qu'ils doivent vraiment être passifs? Est-ce qu'ils doivent suivre chacun leur homme? On dirait que là, ils vont prendre le risque offensif, c'est-à-dire ils vont prendre le risque d'anticiper, d'essayer de couper une passe en se disant que leur coéquipier va couvrir l'attaquant qui était Bradley Wright-Phillips la semaine dernière, donc ça pardonne pas. Mais si les 3 se disent ça, il y a personne au final qui surveille les joueurs puis ils se retrouvent constamment à être battus dans le dos. Donc je pense que l'Impact pourrait jouer en 3-5-2 efficacement, pourrait essayer des joueurs peut-être plus dynamiques, plus offensifs comme latéraux parce que veux pas Raitala, Duval, Lovitz, ils ont leurs limites, c'est des joueurs honnêtes mais ils ont leurs limites pour jouer dans un système comme ça. Donc je pense que ça nous ramène à la formation que oui, Rémi Garde devra la changer, il revient à domicile samedi prochain contre le LAFC. Il n'y a pas le choix d'essayer quelque chose de nouveau, de revenir peut-être à ce qu'il a testé pendant 2 mois, presque entièrement, dans le camp d'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'on ne reverra jamais le 3-5-2. Moi, je suis persuadé qu'on va le revoir plusieurs fois dans la saison, surtout quand Petrasso va revenir. Peut-être que Edwards va avoir regagné un peu d'estime, puis va être essayé finalement comme latéral offensif à gauche. Peut-être pas. Mais je pense que idéalement, à terme, si Rémi Garde est capable de gagner en 4-3-3 à domicile, puis que dans des matchs où il lui manque des éléments, où il prévoit vraiment concéder la possession, il peut y aller avec le 3-5-2 à l'étranger. Je pense que ça pourrait être un idéal en attendant, comme ils disent. Sinon, au dossier, il y a Fernando Torres qui va quitter l'Atlético Madrid. Beaucoup de rumeurs qui l'envoient en MLS. L'Impact a été nommé. Je ne sais pas s'il y a des réels liens entre l'Impact et Torres ou celui qui a écrit l'article sur MLS a juste regardé quelle équipe avait pas d'attaquant partant puis s'est dit pourquoi pas Torres avec l'Impact. Est-ce que je prendrais Torres? Oui, c'est sûr. À 4 millions, j'y réfléchirais. Je pense que non. À 2 millions, ça peut commencer à être intéressant. Après, Torres, je suis pas sûr que je vois totalement le fit avec l'Impact. J'ai vraiment l'impression que l'Impact, quand ils vont aller chercher leur fameux attaquant qu'on attend depuis Drogba ou depuis Di Vaio avant, ça va être un francophone avec la langue qui va avoir été un atout important dans son acquisition. De là, je vois moins un peu l'intérêt de Torres. Ce que je vois, j'ai l'impression qu'il va aller en Chine. Alec en parlait dans son dernier podcast. Le lien entre l'Atlético et la Chine est déjà bien établi. Donc, si Torres est vraiment à l'argent, j'ai l'impression que c'est là qu'il va se retrouver. Après, l'avenue d'un Zlatan, la façon qu'il joue, ça peut convaincre un gars comme Torres de venir essayer la MLS. Mais bon, je pense que c'est un long shot de dire que Torres va choisir la MLS. Donc l'Impact, on peut pas y penser tout de suite. Autre sujet, la fameuse controverse Toronto. Au moment où j'enregistre ça, le Toronto FC va jouer son premier match de finale de la Ligue des Champions ce soir contre Chivas au BMO Field. Puis c'est la question un peu qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on peut supporter le Toronto FC, la MLS en tant qu'entité, qui est en train de faire ses marques face à la Liga MX, face aux équipes mexicaines? Olivier Brett a eu beaucoup de backlash pour avoir pris la position torontoise, si on veut. J'avoue être un peu... je trouve ça difficile. En même temps, je peux pas intrinsèquement supporter Toronto. Ça m'est insupportable. Mais j'avoue que si Toronto n'était pas là, je sais pas si je regarderais les matchs de la Ligue des Champions, alors qu'actuellement, en fait, depuis le début, je les regarde. Je les regarde parce que, ils sont présentés, parce qu'on en parle un peu plus, mais quand même, ça donne envie, je pense, aux partisans d'ici de regarder ces matchs-là. Peut-être en espérant voir Toronto perdre, ce qui est correct aussi, mais je pense qu'à terme, c'est une bonne chose que les partisans montréalais de foot s'intéressent de plus en plus à la Ligue des Champions, puis aux équipes mexicaines, aux équipes du Costa Rica, aux équipes d'un peu partout, qui
qui sont des compétitrices un peu dans cette compétition-là, mais aussi dans la façon dont la MLS est vue, dans la prestance que la MLS a. Je pense qu'à ce niveau-là, le fait que Toronto se rende si loin, c'est positif pour ça, parce que ça intéresse les gens à regarder la Champions League. Si l'an prochain, Toronto n'est pas là, qu'il y a rapidement, il n'y a pas l'équipe canadienne, peu importe, se fait éliminer, j'ai l'impression que peut-être que, bon, évidemment, l'épopée de l'Impact en 2015, l'épopée de Toronto là, qui va peut-être se solder par une coupe, j'ai l'impression que ça va avoir servi à donner un peu de crédibilité à cette ligue-là, ou en tout cas d'intérêt aux gens. Puis je pense que ça, c'est positif. Après, supporter Toronto, non, je pense pas. De là à détester viscéralement les gens qui le font, ben non, c'est leur choix, puis tant mieux pour eux après. Ça va les rendre heureux, ils vont gagner une coupe là, prochainement. Mais bref, tout ça pour dire que supporter Toronto, non, mais s'intéresser à la Champions League, qu'il y ait Toronto ou pas, oui. Puis je pense que Toronto aide en ce sens-là. Autre sujet, je me demandais, ça a fait un petit débat sur Twitter, pas un débat en fait, mais le fait que MLS Live est plus disponible au Canada, puis c'est DAZN qui a repris un peu les droits des matchs de la MLS qui sont pas diffusés à la télé. Je me demandais si certains d'entre vous s'étaient abonnés, c'était quoi votre expérience? Je sais que moi je l'ai fait pour le premier mois, puis j'ai trouvé ça assez décevant en fait, parce que beaucoup de matchs sont présentés en différé, donc 24 heures plus tard. Il y a quand même plusieurs bugs techniques, mais le truc de présenter les matchs en différé, c'est quand même un peu ridicule à une époque où, bon, en 4 secondes sur les réseaux sociaux, on va voir le résultat d'un match. Donc je trouve ça un peu décevant, sans parler même du prix que ça coûte. C'est sûr qu'il y a d'autres sports de disponibles. Mais bon, je me demandais c'est quoi votre expérience avec DAZN. Sinon, comment vous faites pour regarder les matchs ailleurs en MLS? Est-ce que vous vous ennuyez du MLS Live? Dernier sujet, vous avez vu, il y a Nick Depuis qui était prêté en Finlande, je crois, qui s'est blessé puis que l'Impact a rapatrié pour le soigner ici. Ça ramène vraiment, chaque année, on va en parler, je pense, jusqu'à temps qu'ils renaissent de leur centre, mais le FC Montréal manque terriblement à l'Impact actuellement. On voit que, bon, Salazar joue un petit peu avec le Fury d'Ottawa, Maxime Crépeau joue, Thomas Meyer-Giguère a encore de la difficulté à obtenir des minutes. C'est vraiment des gars qui pourraient tellement bénéficier de l'équipe du FC Montréal. Puis je comprends que c'est une logique financière, mais honnêtement, s'il y a un endroit où ça vaut la peine de perdre un peu d'argent, c'est bien là. On l'a vu la semaine dernière avec le Red Bulls de New York, qui ont le Red Bull 2 qui joue en USL, qui est pas nécessairement dominante en USL. Oui, ils sont bons, mais c'est surtout qu'ils sont capables vraiment d'établir une logique de jeu, de donner du temps de jeu à ces joueurs-là qui, une fois qu'ils sont rappelés par les Red Bulls en première équipe, savent directement comment jouer puis peuvent s'insérer un peu partout dans le line-up. Je pense qu'il y avait 11 joueurs qui ont passé par le Red Bulls 2 qui étaient en uniforme samedi dernier. Ça parle beaucoup, puis je pense que c'est correct que Joey Saputo pourrait dire « J'ai fait une erreur, on recommence, on reconstruit cette équipe-là. » Il y a un gars comme Masta Kacher qui, bon, là, il est dans la filiale du Real Salt Lake, qui continue à marquer des buts à profusion en USL. Il va avoir sa chance en MLS, ce gars-là. Puis il pourrait être juste ici, à Montréal, à attendre de percer peut-être l'alignement. Alessandro Righi qui joue à Phoenix. Il y avait Marco Dominguez aussi. Puis plein d'autres joueurs qui actuellement, comme Balbinotti, qui est encore dans le giron de l'Impact, qui est à Ottawa actuellement, mais qui a absolument aucune minute de jeu, qui est même pas dans les 18. C'est mauvais pour son développement, puis ça peut priver à terme l'Impact d'un joueur important. C'est sûr que l'Impact voudra pas si rapidement avouer son erreur, puis ramener le FC Montréal, mais quand même, je pense que plus tôt que tard, Joey Saputo aura pas le choix de se pencher sur la question puis de ramener une équipe réserve. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé votre compte là-dedans, j'espère aussi que vous gênerez pas pour me donner des commentaires, me donner des idées. Comme je vous disais, je pense beaucoup à faire quelques entrevues là, de certains individus du monde du foot montréalais ou québécois. Si vous avez des idées, de gens que vous aimeriez entendre, gênez-vous pas pour me le dire. Et voilà, merci beaucoup, j'attends vos idées, j'attends vos questions, vos commentaires. À la prochaine, allons!